Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'avoir pris ce rendez-vous de l'information. Voici le sommaire de cette édition. Le Trésor public béninois fête ses 60 ans d'existence. Les festivités marquant cette célébration ont été lancées ce jeudi. Le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Joseph Fifame Diogbenou, a reçu à son cabinet ce matin le préfet du département des Collines. Élection présidentielle ce jeudi en Zambie. Les électeurs doivent choisir entre le président sortant et son opposant, Rishi Lema. Voilà pour le sommaire de cette édition. Le développement, c'est maintenant. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, les festivités commémoratives des 60 ans d'existence de l'administration du Trésor et de la comptabilité publique ont été lancées officiellement ce matin au siège de l'institution à Cotonou. Présidé par le directeur de cabinet du ministre d'État chargé de l'économie et des finances, ce rendez-vous a eu pour thème principal le trésor public à l'ère de la dématérialisation. Compte rendu Carnot, François Humbere-Rito et Damien Pedro. 1960-2021, l'administration du trésor et de la comptabilité publique a 60 ans. Moment de bilan et de nouveaux challenges pour ces cadres des finances qui font face aux nombreuses réformes incluses dans le programme d'action du gouvernement PAG. L'administration du Trésor a bénéficié des externalités positives du PAG Bénin révélé, ce qui a accéléré les projets de dématérialisation de ces services. Un programme d'action favorable aux réformes entreprises au Trésor public. 60 ans de vie dans une institution n'est point à banaliser car, à travers le temps, l'administration du Trésor a évolué, dira le représentant du ministre de l'économie et des finances. Pour une structure comme le Trésor public, 60 ans de vie, c'est à la fois beaucoup et peu. Beaucoup parce qu'à travers le temps, l'administration du Trésor a évolué et a dû faire face à de nombreux défis. Il ne fait nul doute que votre entité, notre entité, est l'une des structures dont l'existence est intimement liée à celle de l'État. À cet égard, l'on est tenté d'affirmer que 60 ans de vie restent tenus ou peu, car la durée d'un État n'est qu'un détail insaisissable. Cette cérémonie qui lance les activités entrant dans le cadre de la célébration des 60 années d'existence du Trésor public a également connu la participation des secrétaires généraux des syndicats du personnel. Ils ont saisi l'opportunité pour réclamer une amélioration des conditions de vie et de travail de la plus vieille administration financière publique du Bénin. Le président de la Cour constitutionnelle du Bénin, Joseph Diogbenou, a reçu à son cabinet ce matin le préfet du département des Collines. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs questions d'actualité, notamment en ce qui concerne les communes du dit département. Au terme de l'audience, le préfet fait ici le point des échanges. Suivez. Vous parlez des questions qui touchent les autres secteurs de développement, à savoir les questions de l'éducation, les différents résultats enregistrés au niveau du département. Vous n'êtes pas sans savoir que ce soit au BPC, au BAC, les résultats ne sont pas encourageants en ce qui concerne le département. Et la question du cadre de vie de la population, la question aussi d'appartenance que chaque citoyen devait pouvoir nourrir à l'endroit de tous les Béninois, quelle que soit la région où il se trouve. Et il a été question aussi d'aborder les questions relatives à la jeunesse. Question de la jeunesse, et la mobilisation de la jeunesse, l'épanouissement même de la jeunesse, et ensuite l'organisation des rencontres entre jeunes et aussi entre des artistes, tout ce qui touche la culture, le sport et la jeunesse en général. Donc voilà les points sur lesquels nous sommes échangés. Et je peux vous dire que j'ai eu beaucoup de conseils de la part du président, puisque en tant qu'homme averti,
Il est très préoccupé de la situation du Bénin en général, du département des collines en particulier. Et quand je l'ai suivi avec tous les conseils, je vous assure, je suis sorti satisfait. De nouvelles mesures conditionnent désormais l'ouverture et l'exploitation des carrières de gravier et de sable au Bénin. Les exploitants du Koufo qui remplissent les nouvelles conditions ont reçu lundi dernier à la préfecture d'Aplakoui leur attestation d'autorisation. Jonas Bouchi fait le point de la cérémonie. Ils sont 14 exploitants miniers à se conformer aux nouvelles exigences d'ouverture et d'exploitation artisanale de carrières de gravier et de sable dans 3 communes du département du Koufo. Cette remise officielle des attestations d'autorisation leur donne désormais droit d'exercer leur activité en toute légalité. Nous avons pu avoir 14 arrêtés d'autorisation, 9 pour Djakotomé, 3 pour Poulekamé et 2 pour Dobo. J'espère que vous allez conseiller vos collègues pour qu'ils se conforment eux aussi aux normes en matière de la réglementation minière. Nous demandons un retardataire de vite fournir les dossiers pour l'obtention de leurs autorisations. Cela nous permettra de bien mener nos activités pour payer les taxes. 16 exploitants exerceront librement leur activité sans occulter les engagements que leur imposent ces autorisations. Le préfet du Koufo leur rappelle quelques-uns de ces engagements. Obligation de délivrer un bon de chargement à tout acheteur de produits de carrière. Obligation de payer les taxes de développement local et les redevances minières. Obligation de restaurer les sites au fur et à mesure que l'exploitation évolue. Et enfin, l'interdiction de faire travailler les enfants dans les carrières. Le porte-parole des exploitants promet le respect de ces engagements et demande aux autorités de ne plus permettre aux camions de faire des chargements sur des carrières non autorisées. Il y a des gens qui refusent d'avoir l'autorisation et qui détournent des camions qui vont charger dans leur carrière. Cela crée la mévente chez nous autres. Pour mettre définitivement fin à ces mauvaises pratiques, le préfet du Koufo a exhorté tous les acteurs à travailler en synergie afin que tous les exploitants miniers du Koufo puissent se conformer aux nouvelles réformes. Le phénomène de la vente à la sauvette au niveau des feux tricolores de Cotonou draine de plus en plus de petits enfants. Et ces vendeurs, en quête du minimum, courent des risques au quotidien. Clémence Tonoucoin s'est intéressée à cet aspect du phénomène à travers ce reportage que je vous invite à suivre. Image Fiacre Voitan. Ils sont présents au niveau des feux tricolores de la ville, proposant aux cyclistes et motocyclistes divers articles. À longueur de journée, des jeunes hommes, des jeunes filles et même des enfants se faufilent entre motos et voitures en arrêt au niveau des feux de signalisation. Des usagers de la route, pour une raison ou pour une autre, sont amenés à s'approvisionner auprès de ces vendeurs. Les risques liés à cette activité sont pourtant multiples. C'est de l'insécurité totale. D'abord pour le vendeur lui-même, aussi pour l'usager. Lorsqu'il a un accident maintenant, je pense que l'investissement qu'ils vont faire ne sera pas à la hauteur de ce qu'ils vont gagner. Donc je pense qu'en tant que citoyen, là, c'est quelque chose à déplorer. J'ai toujours condamné ça. Parce que c'est une manière volontaire d'exposer sa vie. Parce qu'à voir aujourd'hui la circulation, la densité de la circulation à Cotonou, quand vous mettez déjà à vouloir traverser une rue, il faut beaucoup faire attention. Et là encore, c'est une fois en passant. Mais ceux-là qui sont permanemment dans les feux, à passer de voiture en voiture pour estimer vendre, se faire un peu de revenus, c'est exposer leur vie. Compte combien? Quand vous êtes dans un carrefour, mais ce que vous inhalez comme fumée, poussière, ce n'est pas quantifiable. À travers un arrêté en date du 12 février 2017, l'ex-préfet du littoral, Modeste Toboula, avait interdit l'activité. Conscient de cette interdiction, ces vendeurs n'ont pas voulu se faire filmer.
Hors du Bénin, 7 millions de Zambiens sont aux urnes ce jour pour élire leur nouveau président qui sera au pouvoir les 5 prochaines années. Le scrutin s'annonce serré entre le président sortant, Edgar Lungu, et son rival habituel, Rishi Lema. Des élections qui se déroulent dans un climat tendu entre grave crise économique et déploiement de l'armée pour contenir les violences qui ont éclaté ces dernières semaines. Je vous propose d'écouter quelques électeurs à la sortie des urnes ce matin. Poursuivi par la Cour pénale internationale depuis près de 10 ans, Omar El-Béchir comparaîtra prochainement devant le tribunal de la Haye. Le Soudan a décidé de remettre à la justice internationale son ancien président. Il est accusé de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide lors du conflit au Darfour. L'homme est resté au pouvoir pendant près de 30 ans. On revient dans cet élément sur son parcours que je vous invite à suivre. Il a été au pouvoir pendant 3 décennies, 30 années marquées par l'autoritarisme, la corruption et l'impunité. Arrivé à la tête du pays en 1989, après un coup d'État soutenu par les fondamentalistes, Omar El-Béchir se fixe 3 objectifs. Transformer le Soudan en une république islamique, mater les rébellions par la force plutôt que d'instaurer un dialogue, et réprimer tous les opposants afin de rester au pouvoir. L'ancien militaire mène également une véritable guerre contre les minorités ethniques dans la région du Darfour. En 2009, la Cour pénale internationale lance un mandat d'arrêt à son encontre. Omar El-Béchir est accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, puis en 2010, de génocide commis dans cette province soudanaise. Des accusations loin d'émouvoir l'autocrate à l'époque. Je leur dis à tous, juges et procureurs, que je les foule aux pieds. Tout ce qui vient de la communauté internationale, je le mets dans un verre et je le bois. D'après les Nations Unies, le conflit au Darfour a fait environ 300 000 morts et près de 2 500 000 déplacés. Mais pas question pour Omar El-Béchir de se faire petit. Les poursuites de la Cour pénale internationale, l'ancien parachutiste de l'armée égyptienne s'en amuserait presque. Celui qui se distingue désormais en faisant tournoyer sa canne au-dessus de sa tête ou en dansant durant ses meetings, continue de se déplacer dans des pays non signataires du statut de Rome. Réélu en 2010 au cours d'élections boycottées par la quasi-totalité de l'opposition, Omar El-Béchir court pourtant à sa perte. En 2011, un référendum d'autodétermination du Sud-Soudan a lieu. El-Béchir a conscience qu'il peut perdre gros tant les réserves pétrolières de la région sont importantes, étant un autre registre. Je célébrerai votre décision, même si vous choisissez la sécession. Personnellement, je serai triste si le Soudan se sépare, mais en même temps, je serai heureux si nous avons la paix. Les premiers votes ont lieu 5 jours plus tard. Début février, les résultats officiels tombent et sont sans appel. 98,83% des Soudanais du Sud votent en faveur de l'indépendance. Omar El-Béchir parvient à se maintenir au pouvoir, mais la situation économique se dégrade progressivement. En avril 2019, après 4 mois de révolte populaire, il est destitué par l'armée. Déjà reconnu coupable de corruption en décembre 2019, l'ex-président est actuellement détenu à la prison de Kober à Khartoum. Comme lui, 2 anciens dirigeants soudanais, l'ex-gouverneur du Kordofan Sud, Ahmed Haroun, et l'ancien ministre de la Défense, Abdelrahim Mohamed Hussein, vont être remis à la Cour pénale internationale pour répondre de leurs actes. Nouvelle étape dans la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes. Le ministre israélien des Affaires a entamé hier une visite au Maroc, un déplacement de 2 jours qui intervient 7 mois après le rapprochement diplomatique entre Tel Aviv et Rabat. Suivez. C'est une visite historique pour le Maroc. 2 jours au sein du royaume chérifien pour Yair Lapid, le ministre israélien des Affaires étrangères. Il s'agit d'une sorte de concrétisation de la normalisation des relations entre Rabat et Tel Aviv. Au programme de cette visite, une rencontre avec son homologue Nasser Bourita, l'ouverture d'une représentation diplomatique dans la capitale marocaine et la signature de 3 accords de coopération, dont un en matière de cyberdéfense. C'est une première visite officielle qui intervient quelques semaines après l'ouverture des vols commerciaux
commerciaux directs entre les deux pays. Une venue loin de faire l'unanimité dans le monde arabe, notamment en Cisjordanie et à Gaza, où le rapprochement entre les deux États est vivement critiqué. Les responsables palestiniens évoquent même une trahison, alors que le roi du Maroc, lui, tente de prouver le contraire. Mohamed VI avait notamment promis au président Mahmoud Abbas la poursuite de l'engagement permanent et soutenu du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste. Après les Émirats arabes unis, le Bahreïn et le Soudan, le Maroc est le 4e pays arabe à avoir normalisé ses relations avec Israël en 2020 sous l'impulsion des États-Unis de Donald Trump, en contrepartie d'une reconnaissance américaine de sa souveraineté sur le territoire disputé du Sahara occidental. Les États-Unis contestent toujours le refus d'extradition de Julian Assange. Hier, la justice britannique a accordé à Washington un élargissement de ses motifs pour faire appel. La demande américaine avait été rejetée en raison du risque de suicide élevé du fondateur de Wikileaks. Suivez. La journée de ce mercredi a mis une nouvelle fois en lumière la persistance, si ce n'est l'acharnement judiciaire des États-Unis dans le dossier de Julian Assange. La justice britannique a étendu le champ de l'appel américain contre le refus d'extradition. Washington, qui met en cause la fiabilité de l'expert psychiatre d'Assange et lui reproche notamment le fait d'avoir dissimulé la paternité du journaliste australien. Alors du côté de la défense, on explique que si ce fait a été caché, c'est tout simplement par crainte pour la sécurité de la famille de Julian Assange. Écoutez justement la compagne du journaliste australien à l'issue de cette audience, évidemment beaucoup d'émotions. Des menaces de 175 ans de prison et l'emprisonnement actuel d'un journaliste pour avoir fait son travail. Il s'agit de menaces constantes sur sa vie depuis 10 ans. Il ne s'agit pas seulement d'éléments de droit. Il s'agit de nos vies. Nous avons le droit d'exister. Nous avons le droit de vivre et nous avons le droit que ce cauchemar prenne fin une fois pour toutes. Stella Maurice multiplie les appels à destination de Joe Biden ces derniers mois pour lui demander d'abandonner les poursuites contre Julian Assange. On ne peut pas, dit-elle, défendre à la fois la liberté de la presse et continuer cette procédure contre le journaliste australien. Mais pourtant, Joe Biden, comme Donald Trump et Barack Obama avant lui, continue de réclamer l'extradition du lanceur d'alerte avec seulement quelques garanties apportées ces derniers mois sur d'éventuelles conditions de détention pour Julian Assange qui ne seraient pas trop dures selon l'administration de la Maison-Blanche. Évidemment, beaucoup d'associations montent au créneau pour une nouvelle fois défendre le sort de Julian Assange qui, on le rappelle, est sous le coup de 18 chefs d'inculpation, dont 17 dans le cadre de l'Espionnage Act. Et s'il venait à être extradé ici aux États-Unis, eh bien, il risque une peine allant jusqu'à 175 ans d'emprisonnement. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Si vous l'avez suivi, merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes et à demain.